Bonjour, je suis Paul Menant, fondateur de Design Club, le cabinet de recrutement pour CDI et freelance 100% design. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant les bonnes pratiques et recommandations. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Ariès, Head of Design de Skippers. Il m'a fait le privilège d'être le premier invité de ce podcast et je t'en remercie chaleureusement. Aurélien, bonjour. Bonjour. On a fait connaissance il y a peu. Tu as été un des tout premiers à répondre positivement à mes projets et je te remercie une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va s'intéresser à toi pour comprendre ton parcours, ton quotidien et puis que tu puisses nous distiller quelques beaux conseils. D'abord, simplement, raconte-nous qu'est-ce que tu fais en ce moment. Raconte-nous un peu plus sur tes projets. Alors, actuellement, je suis Head of Design chez Skippers, une société spécialisée dans les UGC, le User Generated Content. Ça va être tout ce qui est réseaux sociaux, mise en relation entre influenceurs, grandes marques, tout ce qui est avis vérifié, tout ce genre de choses. Je dirige une équipe de 6 UX designers, chacun sur des solutions un petit peu différentes. Parallèlement à Skipper, je travaille aussi depuis une dizaine d'années maintenant pour l'école des Gobelins, pour laquelle j'ai été coordinateur d'une certification UX pendant 2 ans. J'ai arrêté l'année dernière par manque de temps, mais je continue à être mentor et jury des examens aux Gobelins. Ouais. Et puis j'ai une activité aussi de coach, quinzaine de personnes par mois à peu près, sur des problématiques liées au travail. Là, ça sort un peu de l'UX. C'est plus des souhaits de reconversion ou de changement de carrière, voilà. Trop bien, on va en effet parler aussi de cet aspect-là et de comprendre un peu l'impact que ça a eu surtout sur la partie UX et ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Comment tu es devenu Head of Design ? Quel est ton parcours, ton école ? Et puis sûrement, lorsque tu vas me répondre, je vais aussi te poser quelques questions en plus. D'accord. Pour comprendre, aller un peu plus loin. Alors, mon parcours scolaire s'est terminé il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Quand j'ai terminé mes études, c'était une licence de communication. Je suis rentré dans une start-up qui s'appelait Multimania, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rachetée, donc c'était au début des années 2000, par Lycos. Donc, je travaille pour Multimania, Lycos, Prêt, Caramel, Tripod. C'était un groupe communautaire qui permettait de faire des pages internet personnelles à l'époque. J'étais assistant éditorial, j'écrivais du contenu, des articles. D'accord. Donc pas encore du design à proprement parler, et c'est pas quelque chose que tu as découvert, ou que tu as peut-être découvert dans ta jeunesse, dans ton adolescence. Un peu quand j'ai découvert Flash, j'ai commencé un petit peu à faire du design à ce moment-là. Par contre, après l'expérience de Lycos et le Multimania, j'ai commencé à être développeur front-end jusqu'en 2010 à peu près, donc pendant une dizaine d'années en freelance. D'accord, donc tu as un background technique. Oui. C'est ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'évolution technologique, tu t'es aussi intéressé au design et à la méthodologie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010 est sorti le Responsive Web Design et à l'époque, en tant que développeur front, je recevais des maquettes desktop de graphistes qui en fait me disaient tu me codes aussi la version mobile et tablette. À l'époque, exactement. Et si tu veux, je me suis retrouvé face à des tas de questions. Où est-ce que je mets le menu, comment enlever de l'info. On se rendait compte, si tu veux, que c'était compliqué en fait de faire un design mobile. On nous passe des designs d'écran de 1440 et il faut qu'on mette ça sur 320 pixels de large, donc compliqué. J'ai commencé à tester un petit peu autour de moi, à me renseigner, à lire des articles sur les bonnes pratiques, sur l'ergonomie. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais il y a un métier pour ça, c'est le UX design. Et tu l'as découvert sur Internet, en lisant des livres, en échangeant avec des gens, comment ? Et puis autour de l'année 2010, à mon avis, c'est ça, 2010 ? C'est ça, alors tu es en 2010 et c'est principalement au départ sur Amazon ou sur le site d'Erol à chercher des bouquins qui parlent design, utilisateur expérience. J'ai commencé à en acheter quelques-uns et en fait, moi, mon école, ça a été vraiment les livres. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, ça vient quasiment des livres. C'est parfait parce qu'en plus, à la fin, on a une rubrique sur tes recommandations, dont les livres. Donc on va pouvoir le découvrir. Tu pourras nous en citer quelques-uns.
Et donc, tu découvres ça en 2010-2012. Et puis, je fais une sorte de transition entre Ouais, c'est ça. freelance, mi-dev front, mi-UX, jusqu'à un moment où, pour une mission, je forme un stagiaire à l'UX, et puis le stagiaire me dit, mais je comprends pas pourquoi tu continues à faire du code. Alors, fais de l'UX et tout. Puis, en fait, je me suis rendu compte que ça commençait vraiment, vraiment à me plaire, que le code front a pris une tournure très orientée JavaScript à ce moment-là, qui, pour le coup, était moins mon dada. Et effectivement, 2011-2012, JavaScript, première formation UX, pardon, première formation UX au Gobelin aussi, à laquelle j'ai participé, voilà, assez rapide. Ok. Et donc après, là, tu deviens UX designer. Oui. Et j'allais dire à un moment, qu'est-ce qui a fait que tu as pris un rôle de head of design ou en tout cas de leader au début, manager UX, et je sais pas si c'était. Ouais, est-ce qu'il y a un projet, un sujet sur lequel tu t'es senti vraiment à l'aise et tu t'es dit, bah, tiens, je suis capable d'aller plus loin. Ouais. Ah, ça s'est fait un peu naturellement. Quand je suis arrivé, j'ai terminé une mission à l'époque à la Société Générale, je suis arrivé à la BNP. Ouais, À la BNP, on m'a très vite proposé d'être lead, parce qu'il y avait un pôle UX de 25 à peu près UX designers, assez juniors pour la plupart. Donc ça s'est fait assez naturellement que je devienne lead d'un groupe de designers. Et puis finalement, je suis resté 2 ans et demi en mission free à la BNP. Donc enfin, je gérais une équipe beaucoup plus importante. ouais. Ce qui fait que mon job d'après chez Shift Technologies, Là où tu passes head of design, en fait, là, j'étais lead UX. Et en fait, au sein de chez Shift, je suis passé de lead UX à head of design, effectivement. d'accord. Et donc, en termes de management, qu'est-ce que ça implique de passer de lead à head of design? Peut-être, je pense à management, mais je pense aussi peut-être à tout l'aspect politique dans l'entreprise. Peut-être un sujet de budget. Je sais pas. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi, les vrais changements que tu as sentis de lead vers head of? Le rôle de lead, en fait, il a deux facettes. Soit tu diriges une équipe, mais c'est pas obligé. Tu peux être lead en fait d'un projet, ce qu'on va appeler un principals par exemple. Hmm. Et, euh, et donc, si tu veux, ce petit flou sur la définition fait que finalement, t'es pas nécessairement vu comme un manager ou comme quelqu'un extrêmement important au niveau du leadership. Quand j'étais lead Hmm. à la BNP, non seulement j'étais freelance, mais en plus j'avais au-dessus de moi justement un head of. Euh, Chez Shift, le fait de passer head of te donne beaucoup plus de grade, D'impact sur les gens. d'impact complètement. Ça t'ouvre des portes. Ça m'a ouvert des portes que je ne s'ouvrais pas avant, ne serait-ce que rien que pour avoir accès au COMEX, par exemple. Hmm. Ouais, je comprends. Et donc, c'est plein de choses que tu as dû apprendre aussi, parce que justement, avoir accès au COMEX, avoir accès à peut-être à l'aspect budgétaire, etc. Comment tu as fait? Comment tu as réussi? Est-ce qu'il y a des aspects aussi, je pense, j'imagine, pendant ces années chez BNP, comment tu t'es préparé à ce nouveau rôle, à cette envie d'être, bah voilà, de prendre ce type de rôle après? Avoir accès au leadership, essayer de Hmm. convaincre un COMEX, il faut nécessairement passer par des arguments chiffrés, Ouais. des KPI, du retour sur investissement. Donc là, c'est toute une partie de l'UX que forcément, moi, j'ai pas appris au départ, Hmm. euh, que j'ai finalement assez naturellement et assez simplement emmagasiné. Et l'idée, c'est effectivement de montrer que le retour sur investissement de l'UX est important, que les travaux qu'on a fait ont fait gagner temps ces dernières semaines, par exemple. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vraiment inhérent au rôle de head of. Tu vois, un UX senior, on va pas forcément lui demander ça. Mais un head of, clairement, il se doit d'être capable euh, de vendre son métier et de montrer combien son métier a rapporté les dernières semaines. Et ça, justement, pour toi, quels sont les indicateurs les plus pertinents et avec quels outils tu arrives à les trouver ou bon, tu as pu faire? Les indicateurs, en fait, les plus pertinents, je dirais, ça va un petit peu dépendre de ce que tu essayes du design que tu es en train d'étudier. Sur un parcours d'achat, un parcours de conversion, un parcours d'inscription, un indicateur important va être l'abandon. Euh,
chez Skippers, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai étudié un parcours où j'ai vu qu'il y avait un drop, un abandon assez important. Donc là, on essaye d'améliorer, de comprendre déjà pourquoi il se passe ça, d'améliorer le parcours. Et ensuite, si tu veux, on parle le pourcentage d'abandon avant, après. Ça nous fait un KPI qui est assez facile, même à chiffrer derrière. D'accord. On va aussi essayer de suivre le nombre d'appels au support qui concernent des problèmes d'utilisabilité. Ceux-ci se réduisent en fonction des améliorations qu'on peut faire. Et tu prends le salaire de quelqu'un qui travaille au support multiplié par le nombre de temps qu'il met à répondre à un mail et cette diminution, finalement, tu as un retour aussi sur investissement à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Et en termes d'outils, pour sortir ces KPI-là, quels sont-ils? Alors, on a beaucoup d'outils. On va regarder. Moi, j'utilise beaucoup Hotjar. On en Avec mon parlait. équipe, on en parlait. J'utilise beaucoup. Ça permet d'avoir énormément de réponses. Ensuite, tout ce qui va être sur exemple du nombre d'appels au support, par exemple, ça, c'est des chiffres que nous fournissent directement le support. Et puis ensuite, ça va être des Google Analytics, des systèmes de metrics. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais aussi tout ce qui est Customer Satisfaction, les CSAT, les NPS, toutes ces choses-là. L'évolution des notes de ces questionnaires-là nous permettent aussi d'avoir un avant-après, de comparer l'évolution de la note et donc. Après, donc ça, je dirais, ça, c'est l'aspect vraiment le plus technique, entre guillemets, de faire de passer de lead vers head-off. Après, il y a toute la partie managériale aussi. Comment toi, tu as pu trouver les clés pour répondre à certaines problématiques, rassurer ses interlocuteurs, rassurer son équipe, faire adhérer les gens. Comment tu as fait L'aspect managérial, c'est effectivement quelque chose qu'on finalement nous apprend pas. On devient manager parce qu'on a un certain nombre d'années d'expérience et que la chose se fait naturellement. Moi, ce qui m'a donné envie surtout d'être manager, ça a été mon expérience du coaching. D'accord. Le coaching, j'ai reçu beaucoup de gens qui avaient des problèmes justement avec leur manager, des gens qui étaient un peu et qui sont encore un peu en souffrance, tu vois, pour certains. C'est pas nécessairement des designers que tu as en coaching, hein. Non, C'est ce que je non. comprends, ouais. Ok. Et en fait, il y a deux facettes. Il y a le manager qui va, peu importe le sujet, que ce soit design ou finance ou compta, ce que tu veux, manager, et il y a quand même des règles qui sont les mêmes un peu pour tous. Oui. Et puis ensuite, sur la partie UX, je me considère plus comme un mentor qu'un manager pour le coup vis-à-vis de mon D'accord. équipe. Ok. Et justement, quels sont voilà, les trois grands tips du manager que tu trouves importants Mm. pour ton équipe? Pour moi, le succès du management, c'est l'autonomisation des équipes, que chacun soit maître de son sujet et que je sois pas là derrière à vérifier ce que chacun fait, parce qu'en fait, ça fait perdre du temps à tout le monde et finalement, on n'est pas ultra performant dans ça. Donc l'autonomisation, c'est quelque chose d'hyper important. Et puis ensuite, voilà, les grands classiques, je dirais la bienveillance et puis le partage. C'est-à-dire que comme là, typiquement, si je prends le cas de Skipper, j'ai 6 produits, 6 personnes. Il faut quand même que je me mette toutes les semaines 1 heure et demie de partage au sein de l'équipe design pour parler de bonnes pratiques, ce genre de choses. Après, ça, c'est dans le meilleur des mondes, on va dire. Mm. C'est vrai que ce serait magnifique si tout le monde était bienveillant, partageait et des personnes autonomes. Pour autant, on sait très bien, moi j'ai été aussi manager, on sait très bien que c'est pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a des moments où dans ta position de manager, ouais, tu t'es posé des questions, tu t'es remis en question, tu as eu peut-être un choix où tu t'es dit, mince, j'ai peut-être j'ai pas été pertinent Alors, en fait, on se remet toujours quand même en question en tant que manager. Mm. Et ce que j'essaie de trouver chez chacun, c'est le point sur lequel il est assez fort. En fait, quand je reçois des CV du UX designer, il y a à peu près, il y a beaucoup de choses, tu vois. Il va y avoir les tests utilisateurs, la partie recherche, la partie UI, la partie writing. Mais en réalité, quand ta personne est en poste, tu vois assez vite s'il y a un domaine sur lequel elle excelle plus que d'autres et là où ça pêche un peu aussi.
Ce que j'essaye de faire au sein de mon équipe et de mes équipes en général, depuis que je suis manager, c'est de trouver justement l'équilibre, le point fort de chacun et finalement que cette personne, elle soit un peu maître du sujet, quitte à former un peu former les autres autour d'elle. J'ai dans mon équipe là, actuellement quelqu'un qui est ouais, beaucoup plus fort en design graphique, en UI que les autres. Mm. Euh, c'est un peu le référent, si tu veux, au sein de l'équipe sur le sujet. Par contre, sur la partie recherche, il va chercher de l'info auprès d'une autre personne de l'équipe qui est beaucoup plus en avance là-dessus. D'accord. Et c'est comme ça pour l'instant que j'essaie de fonctionner. Ça marche plutôt bien, je trouve. Moi, je suis juste là, voilà, je pense, pour essayer de dépister, enfin, de trouver le petit talent de chacun. Ouais, en effet, réussir à découvrir le talent et de le mettre en avant aussi aux yeux des autres et à ses yeux aussi pour montrer l'importance qu'a cette personne dans l'équipe et réussir à fédérer comme ça. Je pense que c'est en effet extrêmement important et puis c'est là le cœur du manager, quoi, hein, parce qu'il faut s'adapter à tous les profils, une façon de discuter avec chacun. C'est assez complexe à faire et je pense que c'est un bon moyen en tout cas de réussir à fédérer des gens très différents. Sur ton rôle de coach professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté dans, dans ton rôle de head of design? Alors j'imagine dans le management, mais Beaucoup. est-ce qu'il y a eu d'autres, ça t'a apporté sur d'autres choses? Parce On que, parlait de la. Oui, parce que quand même, il faut le dire, tu as été formé, tu as été certifié. le coaching, il a eu un impact important sur le rôle de manager. On en parlait tout à l'heure de la bienveillance. Clairement, tu, euh, tu te rends compte au fur et à mesure que tu deviens coach, tu te rends compte un petit peu des erreurs que tu as pu faire dans le passé, tu vois, où euh, tu dis un peu trop parfois aux gens quoi faire. Mhm. Ce qu'on appelle le micromanagement, dans lequel il ne faut pas tomber. Donc en fait, le coaching, moi, ça a vraiment été un garde-fou, toutes ces choses-là. Mais le coaching, si tu veux, à la base, c'est la maïotique. La maïotique, c'est les enseignements de Socrate, c'est lui qui avait inventé ça, c'est de faire accoucher les gens de ce qu'ils ont en eux à travers la parole. Donc, tu pars du principe que chacun a la solution à ses problèmes. Mais si tu veux, il n'y a pas de prise de conscience qui fait que pour l'instant, la personne se dit, mais oui, la solution, c'est ça. Et en fait, le rôle du coach, c'est justement c'est de les faire accoucher de ces idées, de ces Ok. prises de conscience. Et ça va permettre de débloquer des situations dans lesquelles parfois on se sent coincé. En fait, tu dis pas quoi faire. Tu fais questionner la personne sur quelle serait ma bonne solution, selon moi. Et à ce moment-là, la personne y adhère et donc le fait ou pas, mais Et- enfin, en tout cas, elle a plus de ouais. chances de le faire. En fait, ces deux piliers pour moi, le coaching, c'est à la fois l'art du questionnement. Donc, en gros, les questions ouvertes, les questions partielles, c'est-à-dire les questions qu'on finit pas. Et c'est Euh, un designer, toi, tu sais, voilà. exactement. C'est pour ça que, Ouais. en fait, pour moi, ça a totalement du sens. Si tu prends le job d'un UX researcher qui va justement faire du shadowing et interviewer des utilisateurs, c'est très, très proche du rôle de coach. L'art du questionnement, tu le retrouves vraiment chez les deux. Et si tu veux, moi, quand j'avais fini mes études, j'avais fait cette licence de communication, j'avais, pendant les 6 derniers mois de ma formation, interviewé des gens, Mm. conseillers à NPE, des écrivains, enfin voilà. Donc, si tu veux, l'art du questionnement, je l'avais déjà un peu. Et puis ensuite, c'est l'écoute active. L'écoute active, ça va être une manière de mettre des mots sur tout l'aspect affectif de la personne. C'est en gros, si tu veux, une manière de dire faites pas attention à ce que disent les gens, faites attention à ce qu'ils font. Souvent, quand quelqu'un parle, tu as des petits, voilà, sur le visage, tu as des petits Bien sûr. qui vont parfois vont te dire tiens, la personne elle est anxieuse ou elle est sereine. Et parfois, il y a pas, parfois c'est totalement en opposition avec les mots qu'utilise la personne. L'écoute active, qui est à la base un concept développé par un psychologue américain, Carl Rogers, ça permet justement de mettre des mots sur les non-dits. Et quand tu fais un shadowing en UX, c'est pareil, tu mets des mots sur les non-dits. Ouais, Quand j'ai eu le shadowing, c'est observation, hein, du coup. bien sûr. Ces deux choses-là sont hyper intéressantes et importantes, à la fois en coaching, à la fois en UX. Si tu veux,
fais une observation d'un utilisateur qui est coincé à un moment sur un produit. J'ai eu le cas, par exemple, quand je travaillais chez Shift. C'était quand même des solutions assez complexes. On arrive à savoir si la personne est en situation de stress ou pas. Et si tu veux, nous, en tant que UX, on a un vrai rôle à jouer par rapport à ça qu'on va essayer d'améliorer derrière. Une ponctuation pour te rappeler que tu peux supporter le podcast Head of Design en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, partage l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Merci à vous. Sur l'aspect quotidien, aujourd'hui, l'organisation que tu m'as dit que tu avais 6 product designers, mais j'imagine qu'ils sont différents, ils ont des compétences différentes, comme tu me disais tout à l'heure. Donc, est-ce que tu peux un peu m'expliquer l'organisation et puis, je dirais, les règles que vous avez de façon hebdomadaire ou quotidienne? Alors oui, l'organisation, elle est assez classique. C'était la même d'ailleurs chez Shift. En gros, tu as un duo product designer, product manager qui travaillent ensemble dans ce qu'on appelle une squad. Et puis, ils sont intégrés à une seule équipe ou ils sont sur plusieurs équipes, ils sont transverses? Alors, ils sont pas vraiment transverses, ils sont intégrés à une seule équipe. Ouais. Le but pour moi, c'est justement d'instaurer une certaine transversalité entre les designers. Parce qu'en fait, étant head of, je vois sur quoi travaille chacun et je me rends compte toutes les semaines que l'un travaille sur un truc qui est très très similaire des travaux d'un autre. Donc l'idée, c'est quand même de les faire Ouais, c'est pas échanger. des silos produits, entre guillemets. C'est des squads quand même, mais Oui, il y a quand même justement, il y a des moments d'échange entre chaque designer pour pas refaire ce que fait l'autre. c'est ça. Mm. Ok. En tâche de fond, il y a quand même l'élaboration d'un design system qui permet justement d'avoir ce partage et cet échange. Et moi, je suis là aussi à un moment donné pour provoquer les échanges, pour dire bah, il faut que tu discutes avec un tel parce qu'il travaille sur la même chose que toi. D'accord. Et donc là, vous avez des rituels pour ça? Alors, on a un design weekly d'1 heure et demie à peu près toutes les semaines. Ça dépend en fait. S'il y a peu de sujets, il peut durer une demi-heure, mais généralement, on part sur 1 heure et demie. Et puis ensuite, moi, j'ai des one-to-one avec chaque personne de mon équipe, donc x6. Toutes les semaines? Toutes les semaines, entre 30 minutes et 1 heure. Ah, quand même. Et puis ensuite, des réunions d'alignement des squads. Donc là, ça prend aussi pas mal de temps. C'est une organisation qui est assez courante ces dernières années dans mon parcours. D'accord. Je suis assez intéressé par toute autre forme d'organisation. Moi, c'est vrai qu'avec les designers, le désilotage est indispensable. Mhm. Par contre, c'est pas toujours évident à mettre en place quand justement tu as système de squad et que le reste de la structure, elle, n'est pas toujours si transverse que ça. Ouais, bien sûr. Ok, et donc, je dirais, il y a le stand-up meeting, le daily meeting, ça vous faites pas, c'est peut-être compliqué à mettre en place. En plus, vous êtes un peu partout en France. Ben, j'avoue que les designers Ouais. sont pas hyper clients de ce meeting-là. Moi, quand j'étais des front, je le faisais systématiquement. Ça avait beaucoup d'intérêt en tant que des front. Moi, dans mon équipe, on me dit souvent, je vais au stand-up, mais j'ai rien compris, il parle que technique, donc du coup, j'y vais plus, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que justement, il y a quelque chose que tu avais testé dans l'équipe, ça n'a pas marché, moi peut-être le daily, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais tester là bientôt, que tu as peut-être vu quelque part, pour aider à l'organisation de ton équipe? J'ai essayé de tester pas mal de rituels et de méthodes. Effectivement, il y en a qui prennent naturellement et d'autres qui prennent pas. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais typiquement, Atomic Research n'a pas extrêmement pris. Ça nous faisait vraiment changer nos méthodes de travail et devait nécessiter une rigueur. Et puis ensuite, il y a cette histoire de silo dont je te parlais avant, qui Ouais. fait que de toute façon, un repo commun n'avait pas forcément beaucoup de sens. Après, sur les choses qui ont bien marché au niveau des rituels, c'est tout ce qui est observation. Les shadowing, j'ai demandé à ce qu'on en fasse 2, 3, voire 4 par mois par designer, parce qu'il y a un gros besoin. C'était vraiment une nécessité de connaître nos utilisateurs. Ça a plutôt bien marché. Mais ça, vous avez accès à ces utilisateurs Et les 5 dernières années de mon expérience professionnelle, il a quand même toujours à un moment donné fallu que j'arrive à convaincre
parfois que je sois un peu insistant, en mode un peu VRP même, tu vois, à avoir accès aux utilisateurs pour pouvoir faire du shadowing. Donc, c'est des discussions qu'on va avoir avec les CSM, avec parfois le leadership, avec des gens qui finalement ont beaucoup plus accès aux utilisateurs que les designers. Malgré tout, très vite, en fait, on voit l'intérêt de faire ces sessions d'observation parce qu'un client ou un utilisateur qui est un peu mécontent, il va décrocher son téléphone, il va appeler le support ou il va se plaindre à son CSM. Quand un designer vient le voir pour l'observer ou lui poser des questions, il commence à comprendre, à se dire tiens, on prend soin de moi, on prend soin de mon expérience, donc il va peut-être se passer des choses. Ça, en interne, si je prends l'exemple des CSM, très vite comprennent l'intérêt aussi qu'ils ont à travailler avec nous. Et donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de difficulté finalement. Très vite, les barrières, elles sautent. C'est juste que ce n'était pas une méthode de travail qu'ils avaient avant qu'il y ait une équipe d'UX designer dans la société. Mais une fois que c'est en place, tout le monde est conscient d'intérêt avec ça. Et donc justement, peut-être en s'appuyant sur cette expérience-là, pour toi, c'est quoi les must-have dans une équipe design? Alors justement, des rituels de research, des observations, des entretiens s'il y a besoin. En général, je privilégie largement les observations aux entretiens. Et Pourquoi? en fait, c'est toujours pareil, c'est l'histoire du déclaratif versus le non déclaratif, de l'attitudinal versus le déclaratif. Un utilisateur peut te dire qu'il est content d'un produit, et en fait, si tu t'assois à côté de lui, que tu le vois utiliser le produit, tu te rends compte qu'en fait, il utilise soit 10% du produit parce qu'en fait, Il comprend pas ou... il comprend pas, parce que nous, on a en gros, on a mal fait notre boulot, donc Ouais, je comprends, ouais, bien on sûr. voit le produit. Et pour moi, un entretien, bon, c'est pas là que c'est pas un entretien que je sors le plus d'enseignements. Par contre, les séances d'observation, tu t'assois à côté, tu dis pas un mot, tu regardes ce que la personne elle fait. Et pour moi, ça vaut 1000 interviews, hein, clairement. D'accord. Donc c'est la mise en place de la recherche par l'observation, principalement. Mm. Et puis ensuite, donc UX Researcher, UX Writer, UX Designer, UI Designer, je pense qu'il en faut toujours un. Et un poste qui n'existe pas, mais que moi, j'ai toujours voulu dans mes équipes, c'est, enfin deux d'ailleurs, une personne en charge des livrables, parce que c'est important de faire des livrables. Ça permet de communiquer, de montrer nos succès aussi. Mhm. Et les livrables, c'est un peu ce que tout le monde déteste. Passer dans beaucoup de structures, quand on dit livrable, tu es un peu cantonné à PowerPoint. C'est pas l'outil le plus extraordinaire pour faire des livrables et communiquer, mais malheureusement, c'est ce que la plupart des structures ont. Et donc, il y a quand même des gens, j'en ai trouvé, qui aiment faire des livrables, passer du temps en fait, avec vraiment, en étant capable de mettre en avant les points forts de nos travaux. Il va falloir que tu me les présentes, ces gens. Mais exactement. Donc, si tu veux, quand tu fais une évaluation heuristique ou un audit, enfin ce qu'on appelle un audit UX, tu vas parler de la sévérité, ce genre de choses. Voilà, il faut quelqu'un qui soit capable de mettre ça en avant sur un livre. Toujours voulu dans mon équipe, quelqu'un qui non seulement était bon, mais qui en plus aimait faire ça. Ouais, bien sûr. Et puis l'autre, le dernier poste, c'est le poste de facilitateur d'atelier, qui est aussi une compétence qu'on attache souvent Au à l'UX designer. ou au design thinking, voilà. Ouais. Et moi, pareil, dans mes équipes, j'ai toujours une personne qui excelle souvent dans la facilitation. C'est important parce qu'un atelier qui est mal géré, Ah bah ça c'est... ne sert pas à grand-chose. Ouais, ouais. Je dirais toute l'image de l'équipe design qui est mise en jeu à chaque fois face au métier. Mm. Parce que si on sort d'un atelier et qu'on se dit, bon, bah, il n'y a rien qui en est ressorti, ou la personne en face de moi, elle n'a rien compris, j'ai perdu mon temps, à quoi ça sert? Bon, au final, ouais, bon, ils font des maquettes. Et, et ça, c'est un vrai combat. Et c'est vrai que c'est pas si évident, c'est quand même stressant aussi. Parfois, on a des utilisateurs qui sont à un niveau hiérarchique assez important et donc qui mettent un peu une pression globale sur le moment. Et donc, faut réussir un peu réussir voilà, à rendre l'ambiance beaucoup plus agréable, abordable, que tout le monde puisse s'exprimer et à la fois que tout le monde y trouve, je dirais, de l'intérêt. Si je reprends, au final, entre guillemets, dans tes 100 premiers jours, tu mets en place la recherche et tu intègres des profils avec des compétences spécifiques qui sont l'UX Writing, qui sont la facilitation
avec une dominante facilitation et un profil création de livrables, en tout cas capacité à mettre en avant ce que fait le design. Tout à fait. Ok, très bien. Justement, si on parle de l'UX writing, mais comment tu l'as fait, comment tu l'abordes aujourd'hui et comment tu travailles dessus? Parce que moi, dans ce que j'ai vu dans mon expérience, l'UX writing, on en parle vraiment que depuis 1 an et demi. J'ai l'impression, en tout cas, le rôle du X-Writer est mis en avant. Et puis, c'est un peu quelque chose qui est un peu mis de côté, alors que 80% de ce qu'on voit sur son écran, c'est de l'écrit. Et donc, c'est important que ce soit pertinent et ça a vraiment un sens. Mm. Donc voilà, dis-moi un petit peu comment toi tu traites ce sujet. Alors, avec beaucoup de sérieux, à tel point que quand j'ai pris en main la coordination de la certification X des Gobelins il y a 3 ans, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre dans le programme un cours du X-Writing d'une journée. Il n'y avait pas ça avant. Comme tu dis, c'était très émergent. Donc, euh, j'ai tout de suite voulu le mettre en place. C'était extrêmement important. L'expérience, c'est aussi le texte. C'est d'ailleurs le sous-titre du livre de Gladys. C'est quand, si je dis pas de bêtises, c'est quand le contenu transforme l'expérience, je crois, le sous-titre. Gladys qui intervient, qui a été la deuxième à intervenir au Gobelin dans la certification. Trop bien. C'est extrêmement important sur des produits assez complexes. Tu vois, par exemple, chez Shift, de détection de fraude à l'assurance, ou à la BNP, j'avais travaillé sur un programme de compliance où tu demandes des pièces assez compliquées à des clients, tu vois, des pièces d'identité, ce genre de choses, tout un tas de papiers. Tu es obligé de toute façon d'être le plus clair possible et le plus concis possible. Très souvent, quand je vois des designs, je fais des retours sur le texte et on me dit, les designers me répondent, non, mais ça, le texte, pas grave, je verrai ça plus tard. Et en fait, pour moi, non, le texte, on ne voit pas ça plus tard. Le texte, on le voit tout de suite. Parce que si on ne voit pas plus tard, si on le voit plus tard, il y a une forte chance qu'on oublie. Je me suis aussi rendu compte assez vite que sur plusieurs produits, sans citer une société en particulier, parce que j'ai eu cette expérience dans toutes, Bien sûr. que le contenu passe dans toutes les mains. C'est-à-dire que ça peut être à un moment donné, personne qui va voir le site en prod qui va rajouter tel texte, et si tu veux, c'est quand même pour des raisons de cohérence, de clarté et de tone and voice important de centraliser le contenu sur, pour moi, un UX Writer. Et voilà, ça permet de aussi régler tous les problèmes des vouvoiements, de tutoiement, de comment on s'adresse à telle personne. Et c'est vrai que c'est faux parce que moi, c'est un sujet pareil, enfin, vraiment auquel je suis attaché. Et puis j'ai eu la chance, durant ma dernière expérience, d'avoir une consultante spécialisée sur ça elle intervenait à la Française des Jeux. Mhm. Et l'impact que ça pouvait avoir sur un nombre, quand il y a un nombre aussi important de connexions, en fonction de chaque phrase, on voit bien il y a un pourcentage beaucoup plus élevé qui va vers telle phrase ou telle autre, et donc l'impact financier derrière. Donc j'avais vraiment eu moi ce retour d'expérience-là qui était très, très intéressant. D'ailleurs, j'ai une petite pensée donc, pour Morane à ce sujet-là. Moi, à mon tout petit niveau, là, quand j'ai fait mon site internet, et je me suis posé 1000 questions sur qu'est-ce que je mets, est-ce que je mets je postule, je candidate, est-ce que je mets recruter un talent, enfin bref. Et je suis passé par plein d'aspects. Le vouvoiement versus le tutoiement, parce que dans le monde du design, on se tutoie, mais c'est pas nécessairement que des gens du design que je vais avoir sur mon site. Donc je me suis dit, faut que je crée des personas. Enfin bref. Mais voilà, donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est central et c'est fou que ça reste encore un métier qui se développe pas assez. Ouais. Et auquel moi je crois vraiment. Donc toi maintenant, là, dans ton équipe, tu as un profil qui a cette compétence-là du X-Writing. Pour l'instant, c'est plutôt moi, honnêtement, qui ai ce D'accord. profil-là et je recherche Activement. voilà, dans les semaines, les mois à Quelqu'un venir. qui... Oui, oui, parce que en fait, il y a toujours un décalage entre la réalité du marché et les études et ce genre de choses. Moi, quand j'ai commencé l'UX, il n'y avait pas de formation UX, donc c'est pour ça que j'ai appris avec les livres. Et l'UX Writing, si tu veux, il y a 2 livres à peu près qui existent. Il y a celui de Gladys, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis un autre que j'avais lu avant, dont j'ai oublié le nom. En revanche, tu trouves encore peu de CV où les personnes ont été formées à l'UX Writing.
comment faire, je pense, les ateliers autour de l'UX Writing. Euh, Mm. Parce que on peut avoir quelqu'un qui, entre guillemets, a une bonne plume, qui a cette facilité, mais malgré tout, tu parles pas à quelqu'un à la Française des Jeux comme tu vas parler à quelqu'un pour la BNP ou pour un autre sujet. Et donc, parfois, je veux dire, un seul UX Writer peut peut-être avoir un peu le même champ lexical ou que sais-je. Peut-être que justement, son rôle aussi, ça va être d'animer les gens qui font partie de l'entreprise pour aller trouver les bons mots pour parler de l'entreprise. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore un peu de méthode ou de livre. Peut-être que tu me diras que si, et j'irai le lire absolument. Mais de méthode autour de ça, pour faire accoucher, entre guillemets, du tone of voice de l'entreprise. C'est le tone of voice, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire aussi avec le service marketing. Après, les problématiques d'un UX writer sont les mêmes que celles d'un UX designer. C'est essayer ce qu'on appelle l'empathie, en fait. C'est essayer de comprendre ce que va vivre un utilisateur quand il va utiliser notre produit. Et donc, d'essayer de comprendre comment il va percevoir les mots qu'on a écrits, ça, c'est important. Il y a énormément d'explications sur des sites internet qui sont très, très nébuleuses. Je regardais même encore la semaine dernière les grilles tarifaires, les explications des tarifs du transport rennais qui s'appelle Corrigo. Je mets au défi quiconque de comprendre la grille tarifaire de Corrigo. Tu vois, je pensais que la SNCF c'était compliqué, mais c'était avant de voir Corrigo. Ils ont entre 15 et 16 tarifs différents, chacun son explication, et au bout d'un moment, tu sais plus vraiment lequel te convient le plus. Oui, bien sûr. Et là, tu te dis qu'un UX writer dans les équipes ferait énormément de bien. Ouais. Poser les bonnes questions aux équipes marketing, aux équipes business peut-être, et en tout cas, ferait accoucher peut-être d'autres solutions plus simples. Exactement. Côté logiciel, toi, quelle est la stack technique que tu mets en place dans tes 100 premiers jours? Côté logiciel, c'est assez simple, hein, c'est Figma. C'est ce qu'on utilise entièrement aujourd'hui. Et puis Hotjar, très très vite pour vérifier les recordings, les heatmaps. On a aussi, alors c'est pas une stack technique, mais en place des Customer Satisfaction, enfin des CSAT, des questionnaires de satisfaction. On envoie une fois tous les 6 mois par utilisateur. En gros, ça nous permet un petit peu de savoir quel est alors c'est transactionnel puisque c'est lié à l'usage d'une feature en particulier. On adapte en fonction des mois. Donc voilà à peu près ce que vous met en place. Mais le cœur du réacteur, ça reste Figma. Maintenant, on va passer sur la partie justement, on parlait recrutement, faire évoluer ton équipe. Tu nous as parlé de profils avec des dominantes, avec des profils qui sont complémentaires les uns aux autres. Aujourd'hui, toi, quand tu recrutes un profil, qu'est-ce que tu mets en avant? L'objectif, c'est aussi de donner aux gens qui nous écoutent les tips sur peut-être mieux se vendre. Souvent, on m'a fait cette réflexion-là, je n'arrive pas à me vendre, etc., en entretien, etc. Toi, qu'est-ce que tu regardes lorsque tu veux recruter quelqu'un? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? La première chose qu'on reçoit, nous, c'est un CV. Les lettres de motivation, ça se fait plus beaucoup. Donc sur le CV, ce que je vais regarder, c'est déjà en fait la forme du CV, la clarté, la cohérence du CV. Ça paraît idiot, mais tu vois, des majuscules au bon endroit, des listes à puces avec les puces qui sont les mêmes d'un paragraphe à un autre. Tu te dis que si un UX writer n'est pas capable d'avoir une cohérence sur son CV, c'est qu'il y a un souci. Donc c'est des choses que je vais regarder. Si je recrutais un autre métier, je ferais peut-être pas autant attention. Et donc, est-ce que, parce que parfois, moi, j'ai déjà reçu des CV où c'était un peu une forme où on voulait mettre en avant les compétences graphiques, et donc, fallait un peu dans tous les sens graphiquement. Est-ce que toi, tu es pour ça ou pas? Enfin, est-ce que ça te dérange ou pas? Bon, moi, j'ai mon avis, je pense que tu l'as compris, j'aime pas, mais Les propositions graphiques sur un CV, ça m'intéresse vraiment pas. d'accord. Et je dirais même que ça peut être défavorisant Ouais, ça pour, c'est cool. pour le candidat. Ouais. Ce que je vais regarder sur un CV UX, c'est plus les compétences en réalité en sciences humaines. Un master en psychologie, en ergonomie, en sciences cognitives, en sociologie, tu vois. Ça, c'est vraiment des choses que je vais aller chercher. Alors que toi, t'en viens pas. Non. Ouais.
Après, un petit peu avec le coaching, et puis Mais donc tu laisses la chance à des profils qui viennent justement du dev et des profils qui ont fait, qui viennent plutôt du graphisme aussi, on a ça, et puis aussi des profils en reconversion. alors sur, Dire non, je donne aucune chance, mais tu vois un peu dans l'idée. sur les profils qui viennent du graphisme, enfin, même du dev en réalité, on peut clairement donner sa chance. J'ai eu quelqu'un chez Shift qui venait du graphisme, que j'ai entre guillemets mentoré, que j'ai fait monter en compétences et qui parallèlement a aussi suivi une formation. Et en fait, bon, ça a transformé l'essai. C'est-à-dire que très Bien vite, sûr. la personne est devenue bonne UX designer. Mais je suis d'accord, pour moi, par contre, il faut absolument, à part ça, ça dépend si la personne elle veut rester vraiment sur la partie UI, mais il faut absolument avoir l'ambition ou l'envie de faire une formation Ouais. pour comprendre les bases de l'UX, là-bas, les bases méthodologiques, parce que c'est une matière qui, avec plein d'outils, Mm. il faut connaître pour en faire une matière qui soit organique. Mm. Est-ce que tu acceptes les CV sur 2 pages? Oui, c'est pas. Moi, je suis pour aussi. En fait, D'accord. pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai souvent des gens qui me disent oui, mais ça va pas tenir. Et puis, en fait, au final, on voit plein de petits carrés de trucs qui s'amoncellent. Mm. Et moi, je suis pour le 2 pages pour bien expliquer ce qu'on fait. Je trouve pas que ce soit un problématique. Et je trouve que ça permet, même en tant que designer, de montrer un peu la façon dont on va organiser sa page. Oui, oui, clairement, pour moi, c'est pas En fait, c'est pas un critère pour moi, le nombre de pages. S'il y a 4 pages, effectivement, c'est un peu long. Mais s'il y en Oui, a deux, voilà, d'accord. Ok, ouais, c'est pas un sujet, je dirais, pour moi, en tout cas. et donc, quand tu recrutes, donc là, tu as vu le CV, ça te plaît, etc. Tu rencontres la personne. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu fais un test technique? Est-ce que c'est dans un second temps? Est-ce que tu fais un test technique même avant? Est-ce que il y a des gens qui font des tests en mode tableau blanc sur un jam? Comment tu t'assures que tu as la bonne personne, je dirais, en termes de compétences devant toi? Alors, beaucoup de discussions, le parcours. Je pose des questions. Là, je suis en train de donner tous mes tips, mais je pose quand même des questions sur la veille. C'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, D'accord. quelqu'un qui me dit, en fait, je lis pas ou je me Mhm. renseigne pas, ça va ça va un peu m'inquiéter. J'essaye de pas être nécessairement, de pas aller rechercher chez le candidat les livres que moi j'ai lus et qui m'ont plu. Beaucoup, et ça c'est générationnel aujourd'hui, me parlent de chaînes YouTube qu'ils suivent. Ouais, Évidemment, c'est un pli que j'ai pris, tu vois, il y a 1 an et demi à peu près. Mais avant, j'allais plutôt vers les livres. Maintenant, je regarde des chaînes YouTube, enfin, principalement celles de Nissan et Norman, qui sont extrêmement intéressantes et inspirantes. trop bien. Le test technique, j'étais un peu contre avant et depuis quelques mois, j'en fais un. D'accord. Tout simplement parce que il y a quelque chose que j'arrive pas à tacler en entretien, c'est les compétences d'ergonome. Donc je fais un test où je vais essayer, à travers une évaluation heuristique assez simple, de D'accord. savoir quel est le niveau d'un candidat sur, je sais pas, par exemple, la loi de Fitts, les théories de la Gestalt, ce genre de choses. Je comprends. Ouais, tout à fait. Moi, c'est en effet, je passe par là aussi, mais alors plutôt en mode, on va dire, questionnaire et expliquez-moi tel aspect. Mais en effet, peut-être le mettre en face d'une page et d'avoir un peu le retour critique de la personne, une critique qui est expliquée par, par des faits et par des méthodologies. Je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que ça permet demain, face à quelqu'un qui ne fait qui n'est pas dans le monde de l'UX, d'expliquer en quoi, je dirais de façon très cartésienne, pourquoi c'est un mauvais choix. C'est lié aussi à un point qui est quand même assez important, c'est que dans la compréhension globale du métier du X, on se dit que souvent ça passe par des tests utilisateurs et ce genre de choses. Ouais. En réalité, dans un UX, il y a toute une expertise qui est celle de l'ergonome, de l'architecte de l'information. Il ne faut pas s'exonérer de cette expertise. C'est-à-dire que les tests utilisateurs, c'est vraiment utile, mais en amont, on se fait une évaluation heuristique et les tests utilisateurs vont permettre de soulever les problèmes que l'expert qu'on est n'aurait pas vu. Et c'est intéressant parce que l'autre jour, justement, j'ai fait passer le test à une candidate qui, au lieu de me faire une évaluation heuristique, m'a fait un test utilisateur. Et là, je me suis dit, finalement,
elle n'a pas forcément compris l'intérêt de chaque méthode et pourquoi on va en faire une plutôt en premier et l'autre en second. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence entre un profil, je dirais peut-être très graphique et qui va être dans la proposition d'un environnement versus un UX designer qui va, grâce à des techniques validées scientifiquement, proposer une ergonomie qui va répondre aux attentes, en tout cas je dirais 90% des attentes d'un utilisateur, et puis grâce aux tests, les valider et ou faire des modifications parce que le produit est d'une telle façon, parce que les utilisateurs sont aussi différents et vice-versa. On est sur la fin. J'aimerais que tu puisses nous donner un peu tes recommandations pour ceux qui veulent devenir Head of Design, comment on le devient et peut-être avec certaines lectures. Et est-ce que tu peux nous donner, toi, tes recommandations sur les thématiques que je vais te donner euh, sur un livre ou 2 livres? Est-ce qu'il y a une recommandation que tu pourrais nous faire? Un livre à acheter? Sans hésitation, le livre de Carrie Lallemand et Guillaume Grenier, Méthode de design UX, qui est un pavé de 800 pages, mais ça se laisse sur le coin du bureau et dès qu'on a besoin, on l'ouvre. Ne D'accord. serait-ce que, je te prends un exemple, sur les observations, il y a toutes les techniques d'observation qui existent. L'agent sous couverture, enfin voilà, et les enquêtes contextuelles, et c'est hyper intéressant. Tu as les sources sociologiques, le pourquoi du comment, d'où ça vient, même chose sur les personnels, sur tout ce que tu veux. C'est un bouquin Ouais, c'est que les États-Unis nous envient, je pense, puisqu'il n'existe qu'en français. Moi, je trouve ça incroyable que ce bouquin n'ait même pas été traduit en anglais, tu vois, tellement c'est une mine d'or. bah, faisons-le. Parce qu'il nous écoute, mais vraiment, Faisons-le. je trouve vraiment ce livre, et Dieu sait que des livres du Huyghe, j'en ai lu beaucoup, et je D'accord. retombe toujours sur celui-là. Est-ce que peut-être ce côté UX Writing, je veux bien que tu nous redonnes peut-être la référence aussi de. Alors peut-être juste, enfin, même si t'as peut-être pas le titre, mais Alors, le titre du livre, c'est UX Writing quand le contenu transforme l'expérience ouais. de Gladys Giandoki, qui est sorti en 2022. Est-ce que tu as un album que toi t'apprécies écouter? Alors, j'en ai beaucoup. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie. L'album que vraiment j'adore par-dessus tout, je pense, c'est Music for 18 Musicians de Steve Reich, qui est un album D'accord, je connais pas du tout, qui n'est franchement. pas extrêmement connu, qui est un album qui peut, soit on adore, soit on déteste. D'accord. C'est de la musique répétitive. Je pense que c'est un album qui peut rendre fou certains. Il faut. Moi, c'est un album que j'écoute en travaillant, qui me permet de me concentrer sans D'accord. problème et que je recommande. Un album de 76, hein, donc ça date un peu. Ok, cool, cool. Est-ce que tu suis aussi sur, peut-être, on parlait des réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, peut-être des gens que tu recommandes Sur Insta et YouTube, je suis le groupe Nilsson et Norman. D'accord. Ils sont. Et je lis aussi les articles qui sortent sur leur site. C'est toujours extrêmement bien fait, extrêmement bien documenté. De toute façon, c'est l'élite, hein. Oui, oui, voilà. C'est sur LinkedIn, je suis quelques personnes. J'aime beaucoup un ancien collègue qui est un ami, François Oust, D'accord. avec qui je travaille chez Multimania, qui est auteur de Micro-dystopie. Pour ta veille, en soi, t'es quoi? T'es sur les réseaux, tu vas sur LinkedIn, t'as des sites que tu apprécies plus que d'autres, donc Nielsen Norman, on se disait, mais Il y a un site sur lequel j'aime beaucoup, qui est un peu statique, hein, mais qui s'appelle Laws of UX, où ils reprennent justement les théories de la Gestalt. ok. Et sinon, sur la veille, je regarde quand même les bouquins qui sortent. Et sinon, quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'interviewer dans ce podcast? Eh ben, écoute, c'est un ami aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a 3 ans quand je cherchais des formateurs pour les Gobelins. C'est Antoine Peset, qui est entrepreneur, il est youtubeur d'ailleurs, et il est extrêmement pédagogue. Il vient vraiment du monde de l'UX. On en rigole souvent un peu tous les deux, mais le premier cours, la certification que je donnais aux Gobelins, c'est lui qui le faisait. C'était un cours sur les émotions. Donc, moi, ça me permettait d'annoncer la couleur directe en disant ici, on va pas faire du design graphique, on va travailler sur vraiment l'aspect un peu sciences humaines. Il fait un cours sur les émotions que les élèves adorent. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et très pédagogue. Il n'y en a pas. C'est pas si facile que ça, être pédagogue.
Et voilà, donc je te recommande Antoine Peset. Très bien. Et merci Aurélien, c'était un vrai plaisir. Merci à toi. Merci de m'avoir fait confiance pour ce premier podcast. Je te souhaite... d'ailleurs, c'est ça, qu'est-ce que je peux souhaiter pour la suite? Effectivement, pas mal de projets, un peu plus d'écriture. J'avais écrit il y a quelques années, j'avais un peu laissé pour justement me concentrer au travail, mais là, il faut vraiment que je m'y remette. Et ce que je peux me souhaiter, c'est plus de mentoring, plus de coaching, voilà, toutes ces choses qui m'animent. Bon, parfait. Et puis, nous, on va traduire en anglais le livre de Karine Lallemand et devenir multimillionnaire. Merci Aurélien, c'était un vrai plaisir. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour 2024 et pour après. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, Paul. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. Tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi partager l'épisode à ton réseau car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Enfin, retrouve-nous sur designclub.fr et nos réseaux LinkedIn. À bientôt.